Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Techsama Show, c'est le Techsama Show 90, 90 si vous préférez, et comme d'habitude pour les news tech de la semaine, je rappelle, parce qu'il y a des nouveaux, qu'il y a une table des matières dans la description, donc si vous êtes en mode « Oh, la vidéo fait 40 minutes », je sais pas combien de temps elle fera, il y a toujours une table des matières dans la description, donc si vous êtes en mode « Oh, je m'en fiche de ce sujet », skip, comme ça vous pouvez facilement passer. Donc en gros... Si vous regardez la moitié des sujets ou même un tiers des sujets, la vidéo est beaucoup plus courte. Et avec la table de matière, c'est facile de le faire. Premier truc, c'est les news de la semaine. Première news, c'est que j'ai ma table de bench en place finalement. Donc maintenant, je pourrais tester beaucoup plus facile de hardware et tout ça. Faire plus de vidéos en rapport avec ça beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est génial. Ça prend de la place par contre. Donc je commence à manquer de place. Heureusement que j'ai deux bureaux en forme de L, mais ça commence sacrément à manquer de place. Je vais même reculer l'écran de PC de stream, comme vous pouvez voir. Donc ouais. J'ai d'ailleurs aussi nouvel objectif grand angle. Vous voyez que, quel grand angle qui est plus proche de moi aussi. Donc je peux l'atteindre pour focus. C'est en mode focus manuel d'ailleurs. Donc plus de focus hunting pour ceux qui n'aimaient pas ça. Vous pouvez voir aussi ma magnifique tour de carton de produit en test qui tient en équilibre. Ne me demandez pas comment elle tient, c'est la magie, c'est de la pure magie. Dans tous les cas, première vidéo que je vais faire certainement avec la table de bench, et je vous demande un peu votre avis, c'est 8 Go versus 16 Go. Sauf que moi en fait, c'est en référence avec ma chaîne en fait. C'est pas une vraie comparaison 8 Go versus 16 Go, c'est plus une comparaison une barrette de 8 Go versus deux barrettes de 16 Go. Donc évidemment, c'est pas juste une comparaison de la taille d'un RAM, c'est plus une comparaison de qu'est-ce qu'on sacrifie en ayant une seule barrette de 8 Go. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans plusieurs vidéos dans le passé, j'ai fait justement la référence comme quoi vous pourriez être en mode « Hey, si vous n'avez pas l'argent pour une meilleure carte graphique, ben, au lieu de prendre 16 Go de RAM, vous prenez 8 Go de RAM. » Et puis après, vous upgraderez, vous rajouterez une autre barrette de 8 Go de RAM plus tard. Et donc, ça vous permet d'avoir une meilleure carte graphique. Donc, j'aimerais savoir en fait ce que les gens sacrifient en faisant ça. Sauf que, si j'appelle la vidéo 8 Go de RAM versus 16 Go de RAM, c'est un peu mensonger en réalité, vu que c'est plus une comparaison single channel versus dual channel. Et aussi comparaison 8 Go de RAM versus 16 Go de RAM. Mais bon, du coup, je suis un peu partagé sur la question. Ou alors, est-ce que je devrais faire du coup une vraie comparaison 8 Go de RAM versus 16 Go de RAM? Donc là, où j'utilise 2 barrettes de 4 Go versus 4 barrettes de 4 Go par exemple, voir un petit peu la différence niveau performance. Après, encore une fois, là, c'est pas totalement réaliste. Je suis vraiment partagé sur la chose. Le truc, c'est que je serais moins partagé si il me manque en fait un kit de RAM. Il me faudrait juste un kit de RAM 2 fois 4 Go, certainement FlareX ou autre chose, et je pourrais faire la vidéo facilement. Je vais peut-être voir, parce que j'ai réellement en réalité besoin de ce kit là, donc je pourrais limite l'acheter pour faire en plus la vidéo, pour être sûr, mais bon. Dans tous les cas, je suis un peu partagé là-dessus. Dites-moi, qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Voir vraiment la différence entre 8 Go et 16 Go de RAM, ou voir vraiment la différence entre du single channel et du dual channel? C'est la question que je vous pose. Et c'est tout pour les news de la semaine, au niveau de la chaîne en tout cas. Ok, alors on passe aux vraies news de la semaine. Cette fois-ci avec évidemment les news par rapport au MWC. Le MWC, c'est le Mobile World Congress qui se passait à Barcelone pendant la semaine, si vous l'avez manqué. Voici un peu le résumé des trucs les plus intéressants. Après, évidemment, il y a beaucoup de trucs qui sont présentés, comme c'est le Mobile World Congress. Il n'y a pas juste les smartphones, il y a beaucoup de trucs mobiles, ok? Il y a même des ordinateurs portables, bien que la plupart, c'était juste des refresh. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, la plupart des ordinateurs portables font vraiment les mêmes que l'année dernière, mais juste avec des un peu plus meilleurs specs. J'ai peut-être un nouveau processeur ou une autre carte graphique, mais ça reste à peu près les mêmes. Donc voilà. Donc moi, je vais me concentrer un petit peu plus sur les smartphones parce que c'est un assez grand marché. Donc je vais vous montrer les trucs bien ou les trucs intéressants, et puis on verra un peu des trucs genre what dans une autre news juste après. Table des matières dans la description, évidemment, si vous voulez skipper cette partie-là. Donc, la première news, c'était au niveau de Huawei et c'est le, je sais plus comment ils l'ont appelé, c'est le Mate X, voilà. Le Huawei Mate X qui est un téléphone pliable de chez Huawei. J'avais dit qu'ils allaient justement en annoncer un et ils ont pris une toute autre alternative que Samsung là-dessus. Déjà, première chose, pas de notch sur l'écran full déplié. Merci Huawei de juste genre avoir un peu de sens commun parce que honnêtement, j'ai vraiment du mal à comprendre ce que pensait Samsung quand ils ont rajouté une notch. Je sais que j'en reviens un petit peu là-dessus, mais c'est genre, hey, on a évité de faire des notches en mettant des trous dans notre écran
Et puis on va lancer un téléphone pliable. Oh mince, on a mis une notch dessus. Genre, qu'est-ce que vous pensiez, franchement? Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils pensaient, mais c'était juste n'importe quoi. Ils auraient mieux fait de pas mettre de caméra tout court. Et c'est ce qu'a fait Huawei. Vous voyez, il n'y a aucune caméra à l'avant quand c'est déplié. Et si vous avez besoin des caméras, il y a les caméras qui sont là. Il n'y a que ça comme caméra d'ailleurs. Et vous avez un écran pour l'utiliser. Donc si vous en avez besoin pour prendre un selfie, prendre une photo ou autre chose, vous retournez évidemment dans l'autre sens. Évidemment, ces caméras sont accessibles quand vous êtes en mode tablette, parce que du coup, elles sont derrière. Donc excellent. Parce que c'est là que vous en aurez le plus besoin pour prendre une photo de quelque chose. Et elles sont accessibles aussi comme ça quand vous êtes en mode FaceTime ou autre chose. Donc il y a tout ce qu'il faut. Alors que, par exemple, Samsung a mis une caméra à l'arrière, a mis une caméra sur l'écran qui était tout seul à l'avant quand le téléphone est plié, et aussi une caméra quand vous êtes en mode tablette pour vous voir. Enfin, c'est juste genre vraiment bizarre. Donc là, il n'y a qu'un set de caméras. Vous voyez qu'aussi le téléphone se plie différemment. Il se plie sur l'extérieur plutôt que sur l'intérieur, donc il ne se referme pas, plutôt il se plie dans l'autre sens, et du coup l'écran intérieur devient 2 écrans de chaque côté, donc un écran plus mode selfie comme je l'avais dit, et puis un écran plus smartphone classique qui était, voilà, celui-là à droite. Donc vous avez un smartphone classique avec un bord Infinity Edge en quelque sorte sur le côté. Donc plutôt intéressant. Vachement plus sexy que le téléphone Samsung en mode tablette, ça c'est sûr. Même si je pense que la finition du téléphone Samsung restait meilleure. Franchement, ils ont fait pas mal d'efforts. Je regarde le truc, mais ça ne devrait plus jamais freeze la cam d'ailleurs, je tiens à le préciser. Ils ont fait... Genre... C'est quand même une très bonne construction selon moi. Mais le téléphone Samsung a l'air encore mieux construit. On peut voir aussi d'ailleurs un peu le design intérieur. Ils ont 2 batteries de chaque côté. Qui devrait donner une batterie de 4500 mAh, ce qui est en réalité pas énorme pour une tablette d'une telle taille. D'ailleurs, l'écran est plus grand que chez Samsung, il fait 8 pouces, alors que Samsung c'était plus genre 7,5 si je me souviens bien, et aussi quand il est plié, ça fait un écran de 6,6 pouces, donc excellent. Bien que cela, ça casse un petit peu l'intérêt, on va le dire, d'avoir justement un téléphone pliable, parce que encore l'alternative de Samsung, la raison pour laquelle chez Samsung c'est plus petit en mode tablette, c'est parce que le téléphone est plus petit de manière générale. Donc peut-être que pour ceux qui justement sont plus en mode hey, je veux un téléphone qui redevient plus petit, l'alternative Samsung est peut-être meilleure. Et puis vous avez aussi cette drôle de partie là où on va se mettre contre l'écran, où vous avez toutes les caméras et tout ça. Évidemment là c'est ouvert, donc c'est un peu différent, mais ça dépasse quand même de l'arrière quand il est déplié. Après, ça vous permet justement d'avoir une poignée pour tenir. Donc personnellement, ça ne me dérange pas. Il y avait déjà des tablettes qui faisaient ça. Vous avez même un bouton ici. Il me semble que c'est un bouton que vous pouvez utiliser pour activer la caméra. Donc c'est plutôt intelligent, quoi qu'il arrive. Après, comme le téléphone Samsung, le véritable problème de ce téléphone, je veux dire, s'il sortait au même prix que les smartphones haut de gamme, il y a des gens qui seraient intéressés, même s'il y a des petits désavantages et que c'est une toute nouvelle technologie qui n'est clairement pas parfaite. Mais ce téléphone, je sais pas où ils ont mis le prix exactement, voilà, 2600 $. Donc ouais, c'est un magnifique prototype que certaines personnes vont acheter, mais je vous le dis, n'achetez pas un téléphone pareil. En plus, c'est la première génération. Première génération, même si c'est mieux selon moi que Samsung d'un point de vue tablette, c'est la première génération. Il y a des problèmes. Premier problème, est-ce que Android va suivre en mode, genre quand vous dépliez l'écran? Est-ce qu'il suivra au niveau interface? Est-ce que l'écran est de bonne qualité? L'un des problèmes, c'est que comme l'écran est pliable, vous ne pouvez pas utiliser du verre pour le protéger. Donc là, ils ont des charnières. Les charnières et tout ça, je pense qu'elles seront bonnes, hein, quoi qu'il arrive. On a déjà beaucoup de trucs pliables qui utilisent des charnières et tout ça qui sont déjà excellents. Donc ça, j'ai aucune inquiétude. La plus grosse inquiétude, c'est que l'écran est en plastique. Et le plastique, c'est du plastique. Ça se griffe facilement. Pour information, comme dirait Jerry Rig, ça se griffe à partir du level 3, donc c'est plutôt mauvais. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est la dureté, je dis bien la dureté, je dis pas la résistance des matériaux, est définie d'une échelle de 1 à 10, si je me souviens bien, ou 9, 10, il me semble. Donc 1, c'est vraiment, genre, ça se griffe facilement. 3, c'est au niveau du plastique, donc le plastique commence à se griffer au niveau 3. Les écrans Gorilla Glass, donc les écrans en verre trempés, c'est à partir du niveau 6. Et le saphir et tout ça, c'est à partir du niveau 8. Et le diamant, c'est genre
c'est le plus dur qui existe, c'est de niveau 10 ou 9, je ne sais même plus. Donc voilà, ça vous donne un petit peu une échelle. Du coup, un écran pareil, n'importe quoi le griffera. Du métal le griffera, donc les clés dans votre poche peut le griffer, très mauvais. Des grains de sable et tout ça, ça peut griffer, mais ça, un grain de sable, ça peut griffer aussi un écran inverse, pour information, hein, pour ceux qui ne le savaient pas. C'est plutôt dur, certains grains de sable, et ils peuvent griffer justement, vu que certains grains de sable sont des cristaux, ils peuvent griffer votre écran en verre. Donc il faut toujours faire attention quand vous êtes à la plage ou autre chose. Mais là, genre, juste n'importe quoi peut le griffer, hein, comme c'est en plastique, donc ouais. Donc le truc qui nous manque, c'est soit du verre malléable, peu de chance, ou soit un très bon plastique très résistant. C'est possible. Franchement, ça pourrait se créer. Il faudrait peut-être un pseudo-hybride ou je ne sais quoi de matériaux, mais je pense qu'il y aurait moyen. En attendant, ce sera toujours le problème des téléphones pliables. C'est peut-être pour ça aussi que la solution Samsung est peut-être un peu meilleure, parce que Samsung, ça se plie vers l'intérieur. Du coup, l'écran est protégé. Et l'écran qui est sur l'extérieur, quand c'est plié, c'est un écran avec du Gorilla Glass devant. Donc, vous voyez que l'alternative Samsung est quand même réfléchie aussi de son côté. Donc, on verra ce qui passera le mieux, mais je vous le dis directement, c'est juste... C'est une première génération. Personne, vraiment, la plupart des gens n'en achèteront pas. Genre, vous ne devriez pas en acheter, clairement. Ensuite, Oppo. Oppo, si vous ne savez pas, c'est le constructeur derrière pas mal de smartphones. Ils ont aussi présenté pas mal de concepts. C'est eux, justement, qui avaient présenté en premier les capteurs sous écran et tout ça. Donc, c'était plutôt intéressant. Et c'est aussi eux, techniquement, qui manufacturent les téléphones OnePlus. Et techniquement, OnePlus, en fait, dépend de Oppo. Alors, ils sont assez indépendants, mais Oppo Oppo, c'est vraiment un nom un peu stupide quand on y pense. Oppo a énormément de parts dans la société OnePlus. Je dirais même que OnePlus appartient à Oppo. Hein. Donc, si Oppo est en mode on arrête OnePlus, il pourrait le faire hein, s'il voulait. Mais après, ils sont quand même assez indépendants, je tiens à le préciser. Et du coup, Oppo a fait aussi son premier téléphone pliable qui ressemble assez bien au téléphone de Huawei, comme vous pouvez voir, avec il se plie justement en ayant toujours les écrans vers l'extérieur. Il a aussi cette drôle de truc derrière où l'écran va se mettre contre. Et vous avez aussi une sorte de charnière pour justement plier. Ce qui est beaucoup mieux, franchement, que les premiers téléphones pliables qu'on a... Enfin, le premier téléphone pliable chinois qu'on avait vu. Et aussi, vous voyez, encore une fois, caméra et tout ça sur le côté. Ça ressemble assez bien au truc de Huawei, mais un peu moins de caméra et pas de boutons ni rien. Donc, ça ressemble, mais c'est pas vraiment pareil en réalité. Après, ça m'étonnerait pas que... Il y a un petit peu un travail entre Huawei et Oppo pour aider à la construction de ce téléphone, ça m'étonnerait vraiment pas. Dans tous les cas, même chose, coûtera cher. Il coûtera, il me semble, moins cher. Le Galaxy Fold, ils ont peut-être pas dit le prix encore. Ouais, ils ont pas encore dit le prix. Il sera certainement moins cher que Samsung, mais vous attendez pas un prix accessible. Je le dis, si vous êtes intéressé par ce genre de technologie, c'est pas avant des années. Et pour ceux d'ailleurs qui sont en mode, m'intéresse pas, aucun problème. C'est même parfaitement compréhensible. Et c'est pour ça que la prochaine news peut-être vous intéressera. Prochaine news, hyper importante selon moi justement du MWC, et je pense qu'il devrait correspondre à plus de gens, c'est l'annonce de 3 nouveaux téléphones chez Nokia. Si vous ne savez pas, Nokia... Alors, Nokia, c'était... Il y a des articles qui datent de 2007, si vous les retrouvez, avant la sortie de l'iPhone, qui disaient que... Vraiment, ils disaient... On ne sait pas qui va détrôner Nokia. Genre, Nokia est indétrônable. Genre, personne ne peut arriver à toucher Nokia. Genre, il domine le marché du téléphone. Bon, vous connaissez l'histoire. Finalement, Nokia a raté le coche avec les smartphones. S'est fait bouffer par Apple, Samsung et tout ça. Et ils sont finis par se faire racheter par Microsoft, puis revendre. Et maintenant, ils sont à nouveau indépendants en partie. Je ne sais plus qui exactement les a rachetés. Mais maintenant, ils travaillent enfin à nouveau par eux-mêmes depuis quelques années. Alors, au final, le rachat de Microsoft n'était pas si mauvais pour eux, hein, parce que ça leur a redonné un second souffle. Et maintenant qu'ils sont par eux-mêmes, ils font un petit peu mieux. Parce que déjà, quand ils étaient achetés par Microsoft, ils étaient obligés de faire des Windows Phone. Voilà. Maintenant, ils font des vrais téléphones Android et tout ça. Et genre, vraiment, maintenant, ils sortent des vraiment bons téléphones. Donc là, on a plusieurs ajouts. On a d'abord le Nokia 4.2. Alors, si vous ne savez pas comment ça marche, ils ont... Leur structure de téléphone est simple. C'est Nokia 1, c'est vraiment bas de gamme. Et Nokia 9, c'est le haut de gamme, vous voyez.
Et en gros, s'ils font une nouvelle version, ils l'appellent genre Nokia 4.1. Et puis maintenant, on est à la 4.2 parce que c'est encore une nouvelle version. Donc, ça peut porter à confusion, mais en réalité, c'est pas si compliqué. Donc, le Nokia 4.2, 3.2 et Nokia 1 Plus, qui sont des téléphones à 169 $ maximum pour la base. En tout cas, il y a une version 32 Go de stockage avec 3 Go de RAM. Donc, je suppose que cette version-là sera plus chère. Mais après, c'est largement accessible. Et pour ce prix-là, vous allez le voir. Alors, le plus intéressant, selon moi, c'est le Nokia 3.2. Android 9. Pareil, donc dernière version d'Android. Un écran 6,2 pouces, peut-être pas le meilleur pour tout le monde. Snapdragon 429, clairement pas un processeur haut de gamme, mais largement suffisant pour beaucoup de gens. 2 ou 3 Go de RAM, très bon. 16 ou 32 Go de stockage, un peu faiblard, mais il y a un micro SD. Personnellement, je suis en mode, hey, vous pouvez pas juste moins économiser là-dessus, mettre un petit peu plus de stockage, parce qu'honnêtement, maintenant, c'est vraiment le cas d'ailleurs. Les puces 16 Go de stockage, vraiment, hein, elles coûtent aussi cher à fabriquer qu'une puce 32 Go pour information. Parce que c'est genre, on maîtrise tellement en fait le process et tout ça que ça coûte réellement la même chose que de fabriquer une puce de 32 Go. Tellement la différence de coût est minime. Donc, passez à du 32 Go de base et mettez du 64 sur l'option supplémentaire par pitié. Parce que avec 32 Go de base, la plupart des gens seraient vraiment tranquilles. 16 Go par contre, c'est pas vraiment 16 Go utilisable d'ailleurs, parce que c'est genre 16 Go, puis il y a Android par-dessus, et du coup vous êtes en mode, il vous reste aussi bien 8 à 10 Go, du coup c'est un peu serré quand même. Donc voilà, c'est un petit peu ma petite complainte ici. Ma petite plainte plutôt, complainte ce serait plutôt en anglais. Niveau caméra, il y a des specs intéressantes, évidemment, de 13 mégapixels, mais ça veut rien dire sans l'avoir testé, parce que beaucoup de la qualité d'une caméra dépend du traitement derrière, donc voilà. 4000 mAh, arrière en plastique, je préfère largement, parce que l'arrière en plastique, vous pouvez souvent l'enlever pour remplacer la batterie plus facilement. Micro USB, un peu dommage, mais c'est compréhensible pour économiser. Capteur d'empreinte, pas mal. Par contre, c'est seulement sur la version 3 Go, et aussi un bouton vers le Google Assistant. Donc, franchement, je sais pas vous, mais c'est plutôt des specs honnêtes. Et genre, 139 $ le Nokia 3.2. Le Nokia 1 aussi est très intéressant, 99 $. Enfin, il est intéressant, mais moins peut-être. Je trouve que il devrait être plutôt à 89 $ parce que vous êtes tellement proche d'un Nokia 3.2 qui est réellement plus puissant que voilà, ça vaut largement la peine d'upgrade. Mais il est quand même pas mal. Android 9, Go Edition. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la Go Edition, c'est tout simplement une version d'Android hyper légère. C'est fait par Google vraiment et c'est genre sans surcouche. Vraiment, c'est Android basique, rien en plus. Et du coup, c'est hyper performant évidemment. C'est au final la même chose que vous auriez sur un Google Pixel en fait. Hein. C'est un peu la même chose. C'est même plus allégé en réalité, si je me souviens bien, ils ont fait d'autres trucs pour le plus allégé. Normalement, c'est d'ailleurs réservé plutôt au marché, c'est plutôt réservé au marché, pas forcément pays occidentaux et tout ça, donc c'est plus genre Inde, Afrique et tout ça, parce que ça permet de faire vraiment des smartphones vraiment pas chers, mais qui sont quand même très bons. Donc écran 5,4 pouces, il n'a pas la meilleure résolution d'écran comme vous pouvez voir, donc vous voyez, au final... Il serait largement suffisant pour beaucoup de gens. Hein. Surtout qu'il est hyper stock et tout ça, 2500 mAh et tout. Mais honnêtement, moi, je prendrais plutôt le 3.2. Et vous voyez là, franchement, même le 4.2 aussi, qui est plus puissant du coup. Il a un Snapdragon 439 qui a beaucoup plus de cœur, 2 fois plus de cœur. Donc il serait réellement plus puissant. Même si selon moi le 3.2 se débrouille déjà très bien. Et sinon ses specs sont assez similaires. Il n'a qu'une batterie de 3000 mAh. Donc au final, ouais, le 3.2 est vraiment intéressant. Donc je pense que je vais essayer vraiment de me mettre la main dessus. Parce qu'en plus, franchement, il coûte vraiment pas cher. Donc à mon avis, ce serait pas très compliqué. Mettre la main dessus et faire une review. Parce que je pense que en 2019, où les smartphones sont de plus en plus chers, c'est bon de montrer aux gens que y a des alternatives vraiment, mais alors vraiment pas chères. Parce que pour 139 $, à mon avis, ce sera genre 140 € à peine. C'est juste excellent, quoi. Peut-être 150 € maximum, mais c'est juste excellent. Et c'est sans tomber dans la case genre téléphone chinois, avec aucune garantie de mise à jour et tout ça. Parce que Nokia,
a quand même fait quand même des mises à jour de sécurité, tout ça. C'est pas les plus rapides, mais ils en font quand même, donc plutôt intéressant. Ah, et maintenant on tombe dans le ridicule niveau smartphone. Voici l'Energizer, comment ils l'ont appelé, je sais même plus. Power Max P18K Pop. Ok, c'est un smartphone avec une batterie de, tenez-vous bien, 18 000 mAh. Oui, vous ne rêvez pas, 18 000 mAh. Et ça se voit, genre, ça se voit. On croirait que quelqu'un a pris un smartphone, il a pris la largeur, il a fait... C'est vraiment ça, quoi. Les boutons sont au même endroit, les ports sont au même endroit, c'est juste l'arrière qui est plus loin, quoi. L'arrière est même assez similaire à un téléphone. Alors, en gros, d'ailleurs, il a aussi une caméra selfie qui sort de haut. Mais honnêtement, pour ceux qui auraient des inquiétudes là-dessus, il est tellement épais, à mon avis, ils peuvent mettre un mécanisme vraiment solide là-dedans, no problemo. Donc moi, personnellement, ça me dérange pas. C'est pas le premier smartphone d'Energizer, pour information. Ils en ont même fait pas mal, en réalité. Et là, du coup, leur but, c'est vraiment le smartphone avec la plus haute batterie. Et du coup, ça peut être intéressant. Vraiment, si vous en avez besoin. Ou si vous êtes prêt à transporter une brique dans votre poche, parce que c'est littéralement ça. Aussi, il sera lourd. Hein. Ils n'ont pas mis, il me semble, le poids ou autre chose, mais il sera lourd. Il a quand même des bonnes specs, hein. Par contre, il a un Mediatek Helio P70 qui est quand même pas mal. 6 Go de RAM, 128 Go de stockage et extensible via SD. Et vous avez aussi, du coup, un écran pas trop mal. C'était un écran, si je me souviens bien, LCD, voilà. Ils ont... Je sais plus où est la définition, mais il est vraiment pas mal, en fait. Mais bon, j'ai juste envie de dire une chose quand je vois ça. Je suis en mode... Pourquoi les marques nous prennent des fois pour des cons, en fait? Parce que c'est genre... Ils font des téléphones à 4000 mAh, 3500 mAh, et puis les gens sont en mode... On peut pas avoir un peu plus, juste un peu plus épais, avec un peu plus, genre... 4200, 4500 ou autre chose? Ce que certaines marques commencent enfin à comprendre. Et puis vous avez une marque qui est en mode « Oh, les gens veulent une batterie plus épaisse. 18 000 mAh. » C'est genre... What the fuck? C'est pas utilisable. C'est trop gros. La plupart des gens, c'est lourd, quoi. Vous avez ça dans votre poche. Si vous avez pas une ceinture, votre pantalon, il tombe tout seul, quoi. C'est vraiment, vous avez une brique dans votre poche, quoi. Vous avez ça dans votre sac à main. Vous pouvez assommer quelqu'un, no problemo. Vous avez ça même dans votre sac aussi. Vous pouvez assommer quelqu'un avec. No problemo. Donc... On peut pas avoir un juste milieu. Il y a certaines marques qui comprennent juste pas. Bon, il y a d'autres marques qui ont compris par contre. Je rappelle que Motorola a justement un téléphone genre bas de gamme, ou en tout cas un téléphone entrée de gamme. C'est mieux entrée de gamme, ça fait quand même moins genre bas de gamme. Oui, ils ont un téléphone entrée de gamme avec une batterie de 5000 mAh. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Ça, c'est juste genre, c'est ridicule, ok? C'est genre, c'est pas utilisable. Personne ne va utiliser ça. En parlant de ridicule, LG continue sa chute. Vraiment, c'est vraiment ça. Depuis je dirais le LG G3, je pense oui, c'est le LG G3, le G4, ça allait encore. Il y avait aussi le LG V10 qui était pas mal. Le V20 encore, ça allait. Et puis depuis, c'est juste genre, c'est la chute. LG, juste, je comprends pas ce qui se passe dans la truc chez LG, mais ils ont annoncé du coup le LG, d'ailleurs G8 ou je ne sais quoi. C'est genre un téléphone 2019 avec un design de 2018. Genre, il a une vieille notch, tout ça. Et vous allez me dire, oh, mais on s'en fiche, il a une notch. Il est vraiment bien niveau spec et tout ça. Et c'est en mode, bah, en fait, pas vraiment, quoi. Il a aucune fonctionnalité vraiment intéressante. Et le pire, c'est qu'il sera au même prix que les autres téléphones haut de gamme, quoi. Si encore, ils étaient en mode, ok, on fait un téléphone plutôt classique, mais on le sort à 500 €. Ok, là, c'est intéressant. Mais au final, ils le sortent au même prix que les autres marques. Donc, ouais, c'est vraiment pas intéressant, quoi. Si vous êtes prêt à mettre cette somme d'argent, autant prendre un des autres téléphones haut de gamme qui est beaucoup plus intéressant et qui a des nouvelles fonctionnalités. Même si ces fonctionnalités sont un peu gimmick, au moins c'est nouveau, quoi. Et c'est le même prix, donc ouais. Et du coup, ils ont aussi annoncé le LG V50 qui est... Encore une fois aussi, vous le regardez, vous dites « Oh, magnifique téléphone de 2018 !» Ce qui est encore une fois pas une mauvaise chose, mais le truc c'est qu'il sort au même prix que les autres. Alors il a quand même des bonnes specs, il a un Snapdragon 855, il a 4000 mAh de batterie, micro SD, il a le jack avec un amplificateur, donc ça va, USB type C, apparemment aussi il sera 5G, donc voilà, si vous êtes intéressé par la 5G, mais le truc c'est que
c'est bof, quoi. Ça fait un peu mais, parce que pour le même prix, encore une fois, vous aurez des téléphones Samsung avec des technologies peut-être gimmick, mais qui sont quand même mieux, quoi. Et puis aussi, à côté de ça, vous avez le OnePlus 6T qui est toujours là, qui existe et qui coûte beaucoup moins cher. Donc, c'est juste genre, je vois pas, je sais même plus qui ils visent en fait avec leur téléphone. Et c'est dommage parce que LG sortait des très bons téléphones. Et en plus, ils ont annoncé cet accessoire qui est juste genre. Ça ressemble à l'accessoire, d'ailleurs, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à l'accessoire du ROG Phone avec un second écran que je trouve vraiment pas intéressant. Pas le ROG Phone, l'accessoire en tant que tel. Juste avoir deux écrans comme ça, c'est pas intéressant, quoi. C'est vraiment, vous êtes toujours coincé sur du tactile. Le tactile, le problème, c'est que ça vous donne pas du feedback. Quand vous appuyez sur un bouton, une touche de clavier, vous avez un feedback. Quand vous appuyez sur un bouton d'une manette, vous avez un feedback. Quand vous appuyez dessus, vous sentez que vous appuyez dessus. Un écran tactile, vous ne savez pas. Du coup, c'est bof. Et du coup, ça coûtera la peau des fesses, certainement. Il me semble pas dit le prix, mais genre, ça va coûter au moins 200, 300 euros. Et c'est genre... C'est vraiment pas intéressant, en fait. Le seul avantage, c'est que vous pouvez vraiment le replier et l'utiliser, genre... Vous pouvez vraiment le transporter dans votre poche et tout ça et l'utiliser comme un vrai smartphone. Mais bon, ouais, je sais pas quoi dire. Juste... LG, il est peut-être temps de voir une nouvelle direction. Soit vous continuez dans le haut de gamme, mais vous faites vraiment des trucs que les gens veulent, ou alors baissez de prix, quoi. Genre, je sais pas quoi. Essayez de vous dire, ok, on va aller à contre-courant, on va arrêter la bullshit de faire des trucs qui servent à rien, et on va faire un bon téléphone pour 600, 700 euros, 500 euros, et essayer de vraiment prendre le marché. Là, vous intéresserez les gens. Et là, juste là, avec ça, c'est juste genre. Mais, alors, fini les news avec le MWC. Certains vont dire enfin. Donc, première news, c'est au niveau de YouTube, qui a désactivé des commentaires. Alors, j'ai vu beaucoup de trucs là-dessus où vraiment le titre des vidéos, je devrais le faire en fait. Je vais vraiment le faire en fait. C'était YouTube désactive les commentaires ou YouTube va arrêter les commentaires. Vraiment, il y avait des trucs genre what? Alors en gros, il y a eu encore une polémique sur YouTube. Voilà, prenez un ticket, on a l'habitude. Cette polémique, c'était dû au fait que vous avez en gros, genre n'importe qui peut utiliser YouTube et selon moi, c'est ce qui fait d'une partie des bonnes choses de YouTube. Donc, vous avez des vidéos de tout sur YouTube. Et vous avez aussi des vidéos, des fois, de parents qui postent des vidéos de leurs enfants, qui font de la gym ou autre chose. Donc, nos problèmes ici. Le problème, c'est que vous avez des gens très peu recommandables qui regardent ces vidéos et laissent des commentaires vraiment, genre... J'ai même pas été voir directement par moi-même, j'ai juste vu les autres youtubeurs qui avaient déjà traité ce sujet-là. C'est dégueulasse, c'est franchement dégueulasse, quoi. C'est rempli de pédophiles, basiquement. C'est vraiment ça, quoi. Et du coup, le problème, c'est que l'algorithme YouTube, quand vous commencez à regarder des vidéos de gym comme ça, il vous recommande que des vidéos dans le même genre. Et du coup, ça recommandait que des vidéos de petites filles ou de petits garçons dans le même genre. Et donc, vous vous en doutez, pour justement des gens dans ce genre-là, donc des pédophiles, hein, on peut le dire, hein, vraiment, je veux dire, il faut même pas s'en cacher, pour eux, c'est du pain béni, quoi. Donc, quand c'est sorti, enfin, quand ça a été mis à jour, donc il y a un YouTuber qui avait fait une vidéo sur le sujet, et puis il y a d'autres YouTubers qui ont commencé à justement prendre l'histoire aussi. YouTube a enfin réagi, et alors, le truc c'est, je plains YouTube, vraiment. C'est vraiment pas de leur faute, hein. En plus, c'est genre... Le truc c'est que les gens qui ont posté les vidéos ne sont pas en faute, YouTube n'est pas en faute, le problème... C'est juste les gens qui utilisent YouTube au final, quand on y pense. Parce que, comment dire, il n'y a rien de mal à poster une vidéo de vous, vos enfants à faire de AG, même si selon moi, genre, je ne posterai jamais de vidéo d'un enfant ou autre chose sur Internet, c'est juste une très mauvaise idée. Arrêtez de faire ça par pitié. Même sur Facebook. Facebook n'est pas privé. Ne partez pas du principe que Facebook, c'est privé, on ne verra rien. Non, arrêtez, vraiment, par pitié. Je sais que vous êtes fiers de votre enfant ou autre chose, mais juste par pitié, vraiment arrêtez. Dans tous les cas, c'est pas vraiment de leur faute à eux deux, c'est vraiment de la faute de ces commentaires. Mais du coup,
évidemment, YouTube est obligé de réagir, parce que s'ils ne font rien, ben, les gens vont se dire « Oh, ils soutiennent les pédophiles !» Donc YouTube a réagi en désactivant les commentaires sur certaines de ces vidéos-là. Logique, parce que c'était vraiment les commentaires qui posaient problème. Selon moi, les vidéos ne devraient pas être forcément supprimées autre chose. C'est pas de la faute des parents autre chose. Même si, selon moi, encore une fois, évitez de poster des vidéos de vos enfants. Du coup, évidemment, quand ils ont retiré les commentaires sur certaines de ces vidéos, c'est là que ça a explosé et que les gens étaient en mode YouTube désactive les commentaires. Mais non, ne vous inquiétez pas. C'est pas parce que vous postez une vidéo que YouTube va désactiver les commentaires. Après, ça fait un peu peur. Je comprends la peur parce que ça fait un peu peur de se dire ah ben si je fais quelque chose que YouTube n'aime pas, ils vont aussi bien me démonétiser, ils vont désactiver les commentaires et tout ça. Donc je comprends cette peur et je suis YouTubeur, donc je suis parfaitement placé pour en parler. Je comprends cette peur, mais je veux dire, si vous faites des choses raisonnables, je ne vois pas de raison d'avoir peur. Après, je trouve qu'il y a quand même un argument, c'est que YouTube ne devrait jamais désactiver les commentaires sur une vidéo, juste parce que il y a des commentaires mauvais, vous voyez. Si vraiment, la plupart des commentaires sont vraiment mauvais, ok, désactivez-les. Genre, vraiment, si c'est des commentaires dégueulasses ou autre chose, désactivez-les. Mais si c'est genre... Mais c'est ça aussi que certaines personnes avaient peur, c'est si un YouTuber vraiment peu recommandable ou juste une communauté peu recommandable va sur une vidéo de quelqu'un qu'ils aiment vraiment pas et laisse plein de commentaires en mode, mais justement, dans ce genre-là, des commentaires dégueulasses, racistes ou autre chose, ben aussi bien, ça va forcer YouTube au bout d'un moment, si ça fait polémique, de désactiver les commentaires sur les vidéos de la personne. Vous voyez, c'est justement ça le problème. Donc ouais, je sais pas quoi dire. C'est vraiment... C'est genre... Le truc, c'est plus YouTube devient populaire, plus ce genre de choses forcément arrivera. C'est impossible d'avoir un site qui arrive à capter le moindre problème et le corriger instantanément. C'est juste pas possible. Et c'est pour ça que YouTube continue de recruter beaucoup de gens. Et franchement, je leur souhaite bonne merde parce qu'il va leur en falloir encore plus de gens pour justement trouver ce genre de choses, vous voyez. Avoir des fonctionnalités de report, avoir justement aussi des algorithmes qui trient les reports pour trier les reports pas intéressants et prendre les reports vraiment intéressants et les faire analyser par des êtres humains qui, eux, vont regarder avec un œil intelligent parce que, soyons honnêtes, un algorithme, c'est pas encore trop ça à l'heure actuelle. Et juste essayer de trouver tous ces trucs, tous ces problèmes en fait sur YouTube. Il faut pas oublier aussi c'est que YouTube est disponible dans plein de langues, donc ils doivent le faire en anglais, en espagnol, en allemand, en français et tout ça. Beaucoup de gens l'oublient, hein, mais il y a énormément de personnes, la plupart des gens d'ailleurs sur le site ne parlent pas forcément anglais. Hein. Il y a énormément d'espagnol, énormément d'allemand, énormément de japonais aussi, pas mal de français, vous en faites partie certainement. Donc ouais, quoi qu'il arrive... n'ayez pas peur, forcément, si vous faites des contenus qui... Voilà, si vraiment vos commentaires ont juste un petit commentaire négatif de temps en temps ou quelqu'un d'un peu stupide, vous n'allez pas vous faire supprimer vos commentaires ou autre chose. La démonétisation, évidemment, c'est un autre sujet, encore une fois. Ça, évidemment, c'est un gros problème selon moi. Le plus gros problème, c'est qu'il laisse trop de droits aux ayants droit, justement. Ou littéralement, genre... le ayant droit et le bourreau, le juge et le juré. C'est vraiment ça, quoi. C'est genre, ils sont en mode, hey, ce mec-là a utilisé notre contenu. Puis t'as YouTube, ah, c'est vrai? Vous êtes sûr? Et puis t'as le mec qui a utilisé le contenu qui est en mode, mais non, j'ai fait une parodie ou autre chose, j'ai le droit de l'utiliser comme ça. Et puis YouTube est en mode, ok, alors, est-ce que tu penses qu'il a le droit de l'utiliser? Ayant droit, et puis t'as le ayant droit, évidemment, qui est en mode, non! Du coup, ouais, bref. C'est, quoi qu'il arrive, voilà la situation pour ceux justement qui se demandaient. Évidemment, c'est un énorme problème d'avoir ce genre de choses sur le site. C'est pas la première fois qu'il y a vraiment des trucs dégueulasses, franchement, sur le site. Et un autre problème aussi que YouTube devrait se concentrer, c'est leur pub. Et là, par contre, là, on peut leur reprocher quelque chose. C'est que YouTube, dès que vous leur allongez un billet, ils s'en fichent, mais complètement de ce que vous affichez comme contenu. Hein. Alors là vraiment, hein, c'est n'importe quoi. Et le pire, c'est qu'en tant que chaîne YouTube, vous savez, quand vous allez sur le site pour poster une pub, vous pouvez définir n'importe quel paramètre. Vous êtes en mode, ok, je veux que ma pub soit diffusée pour les 13-14 ans ou 13-15 ans qui ont tel centre d'intérêt, qui regardent tel youtubeur aussi bien. Vous voyez, on peut être vraiment spécifique. Vous pouvez dire, ah non, je veux pas de vidéo avec des gros mots ou autre chose. Vous pouvez vraiment y aller genre au pointillé, vraiment. Mais à côté de ça, le youtubeur,
il a aucun contrôle sur les pubs qui passent sur sa vidéo. Zéro. Genre vraiment zéro. Je ne peux pas dire à YouTube, hey, évite d'afficher des pubs de telle marque. Peut pas vraiment. Et il y a eu un débat là-dessus. Il y a des gens qui ont vu carrément des pubs pour des sites porno sur YouTube. C'est pour dire. Donc, YouTube, bonne merde. Je vous le souhaite vraiment. Et peut-être concentrez-vous sur les problèmes vraiment problématiques. Donc, le système d'ayant droit et le fait que n'importe qui peut mettre comme n'importe quoi comme pub sur votre site et que vous laissez aucune possibilité aux gens qui postent les vidéos de contrôler les pubs qui sont diffusées sur leurs vidéos. Parce que moi aussi, je devrais avoir le droit de dire « Hey, je veux pas ce genre de pub sur mes vidéos. » Mais enfin, bref. Bon, après, en général, je vous le dis, la plupart des marques jouent le jeu, ils postent les pubs selon une audience qui vise, quoi qu'il arrive. C'est vraiment juste, c'est mal utilisé par certains trucs. Mais après, genre, comment ça se fait qu'un truc porno a pu passer en pub? Enfin bref. Dans tous les cas, bonne merde YouTube et voilà, c'était la situation là-dessus pour ceux qui justement se demandaient. Ensuite, une petite news au niveau de Tesla, et un peu au niveau des voitures électriques de manière générale. Il y a de plus en plus de voitures électriques qui sont encore en de préparation. Alors, je tiens à faire là un truc que je précise souvent avec les voitures électriques. Donner mon avis très rapidement. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas forcément les voitures électriques à cause du fait que, par exemple en France ou même en Belgique, en fait, les gouvernements poussent les gens... C'est un peu le problème, c'est que, là, il me semble 10 ans, 20 ans, le gouvernement était en mode « Hey, arrêtez d'utiliser des voitures à l'essence, prenez des voitures diesel, c'est mieux !» Et puis finalement, on a eu, évidemment, ce que vous savez, l'énorme désastre des moteurs diesel avec Volkswagen et tout ça. Et du coup, maintenant, ils sont en mode « Non, ne prenez pas des voitures au diesel, prenez des voitures à essence ou des voitures électriques. » Du coup, il y a certaines personnes qui sont sceptiques à nouveau, ce que je comprends parfaitement. Et je pense qu'il y a une part de raison là-dedans, du fait que... J'ai plein de notifications. Du fait que, en gros, le plus grand problème avec les voitures électriques, c'est que il y en a pas énormément vraiment intéressantes quand on y pense. Genre, vraiment, hein. Vous pouvez littéralement compter sur 2 mains, ou même une main, en réalité, les voitures électriques intéressantes. Et ça, c'est un énorme problème. Du coup, il y a plus de voitures électriques qui arrivent sur le marché. Il me semble, je ne sais plus quelle marque d'autres va en faire, mais il y en a de plus en plus. Ça va prendre du temps pour en avoir des vraiment bonnes, vraiment utilisables. Il y a aussi l'histoire de recyclage des batteries, de fabrication d'une voiture électrique qui pollue plus, mais déjà vu pas mal de trucs sur le sujet, je peux vous dire que ça pollue un petit peu plus, mais je veux dire, vous récupérez directement, quoi. Genre, vous avez pas, vous polluez rien pendant toute la vie de la voiture, vous récupérez directement. Au niveau pollution, ça s'équilibre directement et voilà. Sur le long terme, juste même 5 ans, c'est déjà équilibré, hein, pour information. Ça s'équilibre même, ça dépend d'où vient votre électricité, évidemment. Mais en France, comme ça vient de 80% du nucléaire, ça s'équilibre très très vite. Parce que le nucléaire, même si c'est pas le truc le plus propre, ça renvoie pas de CO2 quand même dans l'atmosphère. Donc, bon, à part évidemment s'il y a des camions qui... Directement pas, peut-être indirectement un petit peu, mais ça, n'importe quoi. Même des plantes, hein, remettent indirectement du CO2 dans l'atmosphère. Hein. Si vous allez planter des arbres, l'arbre que vous avez, il a dû être transporté en voiture ou autre chose. Hein. Donc, bref. Où est-ce que je voulais en venir avec tout ça? Donc, ouais, il y a des nouvelles voitures qui sortent. Il y a aussi, du coup, une annonce de Tesla sur leur Model 3, qui est leur modèle le plus accessible, qui va enfin passer... Enfin, ils vont enfin sortir le modèle à 35 000 $, ce que beaucoup de gens attendaient. Pour information, aux États-Unis, l'achat moyen d'une voiture, enfin le budget moyen pour l'achat d'une voiture aux États-Unis, c'est 30 000 $, si je me souviens bien. Donc, ils s'en sont vraiment pas loin. Donc, pour ceux qui pourraient se dire « Oh, c'est beaucoup d'argent », ça va encore en réalité. Surtout qu'aux États-Unis, les dollars ne valent pas exactement la même chose. Puis aux États-Unis, ils sont vraiment fanats de leur voiture. Hein, donc, ça ne m'étonne pas qu'ils mettent un petit peu plus dedans. Donc, elle a 220 miles de range. Donc, c'est genre 300 et des kilomètres, je ne sais plus exactement. Pendant qu'on m'envoie un message sur Discord. Et du coup, elle est aussi un peu moins haut de gamme. Pas le pilote automatique, ce genre de choses. 386 km. Merci de mettre des unités... de la façon de mesurer supérieure, parce que les unités impériales, non merci. Et évidemment, comme c'est aux États-Unis, hein, c'est sans les taxes, si je me souviens bien, donc voilà, c'est un petit peu plus cher en réalité. Elle est aussi un petit peu moins rapide de 0 à 100, pas vraiment un problème, mais
Voilà, c'est cool. Pour information, ils ont aussi coupé le prix d'une partie de leur modèle. Je ne sais pas s'ils l'ont fait en Europe pour le moment, mais c'est dû au fait qu'ils ont fermé pas mal de magasins, parce qu'ils avaient des magasins Tesla où vous pouviez acheter des voitures. Enfin, c'était plus des concessionnaires, mais faits par eux. Maintenant, ils vont que vendre en ligne. Donc, voilà. Après, il y a aussi le problème de... Bon, dans le cas de Tesla, ils ont pas mal de problèmes encore de qualité de fabrication, où il y a des voitures qui sont vraiment genre... bof, genre les panels sont mal alignés, la peinture est rayée à des endroits, donc ça reste discutable là-dessus. Et c'est pour ça que je dis, les voitures électriques sont intéressantes, mais il n'y en a pas encore une vraiment où vous êtes en mode, ah, c'est là, elle est excellente. Ou il y en a peut-être une, mais elle coûte genre trop cher pour la plupart des gens. Donc, en attendant, je reste intéressé, mais de loin, parce que personnellement, je ne pourrais jamais mettre 30 000 euros dans une bagnole. C'est beaucoup trop... Bon, je sais qu'il y en a qui pourraient se le permettre, mais moi, non, c'est pas possible. Surtout que j'ai pas mon permis. Ah, on passe un petit peu à des news hardware, quand même. C'est intéressant. Bon, c'est une petite news rapide. GTX 1660 et 1650 sont en approche. Alors, pour ceux qui pourraient dire « Oh mince, Aurélien, t'as fait ton guide d'achat de carte graphique, du coup, il est plus valide. » Pas vraiment. Du coup, pourquoi ? La 1660, je le prédis. Hein. Je prends ma loupe de prédiction ou autre chose. Je vois dans le futur. Parce que honnêtement, Nvidia est un petit peu comme ça ces derniers temps. Donc c'est très facile de les prédire. Donc la GTX 1660, je prédis, sera plus performante qu'une GTX 1060. Ok. Elle sera un peu plus performante. Elle sera un peu plus performante qu'une RX 590 aussi. Très important. Mais pas énormément plus, juste un petit peu plus, juste pour justifier qu'elle existe, vous voyez. Sauf qu'elle est vendue 229$, donc en Europe ça va donner 240, 250 euros. Donc les GTX 1060 à 200 € sont toujours totalement valides, aucun problème par rapport à ce que j'ai dit dessus. C'est juste que maintenant il y a un cran en plus d'achat, vous êtes en mode hey, si j'ai 250 €, ben vous pouvez prendre une de ces cartes, quoi. La GTX 1650, elle par contre, je prédis vraiment. Je le dis, 4 Go, elle a 4 Go de RAM d'ailleurs, ce qui est plutôt pas mal. Je le prédis, elle sera au niveau d'une RX 580 peut-être. Bien que selon le prix, c'est plus... Non, elle sera légèrement au-dessus d'une RX 580. Je le prédis. Et d'ailleurs, au passage, AMD a apparemment coupé les prix de leur RX 580 et 590. Pas la 570, qui est déjà un très bon prix, honnêtement. Et du coup, elles sont passées, si je me souviens bien, à 179 et 229$, oui, il me semble, c'était ça. Non, je sais plus. En tout cas, elles sont beaucoup moins chères, donc c'est pour ça que je dis, les cartes Nvidia vont juste être légèrement au-dessus pour justifier l'existence. Mais voilà, quoi. Donc, par rapport au guide que j'ai fait, ça change pas vraiment grand-chose. Sauf que maintenant, vous aurez une GTX 1150. En réalité, si la 1650 n'est pas aussi performante qu'une GTX 1060... Prenez la 1060 à 200 €, elle est très bonne. Par contre, ça veut dire qu'ils vont arrêter certainement de les fabriquer, donc les stocks vont devenir rares. Donc si vous devez acheter une carte maintenant, bon, encore la RX 570, ça presse pas si vous voulez l'acheter. Mais la GTX 1060, je pense que si vous avez en promo à 200 €, franchement, elle est réellement imbattable à ce prix-là. Donc prenez-la maintenant parce que je pense que ça va être très vite fini. Et sinon, pour le reste, ça change vraiment rien. Hein, tout ce que j'ai dit dans la vidéo, donc ouais. Après, évidemment, on verra les performances, mais je le dis, je prends ma loupe de prédiction ici, mais on le verra d'ici, il me semble. Alors, c'est le 15 mars pour la GTX 1660 et le 30 avril pour la GTX 1650. Ok, la 1650 arrive tellement tard, en fait, que... Ouais, peu d'intérêt. Bon, ma foi, peut-être que ça veut dire qu'ils garderont la 1060 plus longtemps. Après, il y a d'énormes stocks, à mon avis, de la GTX 1060, parce que c'est genre une carte très populaire. La plupart d'ailleurs, pour ceux qui se demandent, hein, les cartes les plus populaires, c'est celles entre 200 et 300 €. Hein. C'est celles qui se vendent le plus. C'est peut-être pas celles qui rapportent forcément le plus d'argent, parce qu'il y a moins de marge dessus, mais c'est celles qui se vendent le plus. Donc c'est ça qui... C'est pour ça que d'ailleurs AMD à une époque a visé surtout ce marché-là avec les RX 580 et tout ça. Et c'est pour ça que je dis AMD, par pitié, revisez ce marché-là, c'est le plus intéressant. Enfin bref. Et enfin, petite dernière news, SpaceX a lancé son Crew Dragon, donc c'est Dragon 2 techniquement, vers la station internationale. Pourquoi c'est assez important comme news? C'est parce que tout simplement, c'est le premier test d'un des 2 véhicules d'accès à l'espace pour les astronautes américains. Parce que depuis 2011, avec l'arrêt du programme, je vous rappelle, de la navette spatiale, les États-Unis doivent envoyer tous leurs astronautes
via la Russie. Donc, c'est un peu stupide quand on y pense. Mais voilà, du coup, c'est l'un des premiers véhicules, parce qu'il y en aura 2 pour la redondance. Donc, il y a celui de SpaceX, le Dragon 2, le Crew Dragon aussi qu'il appelle. Et vous aurez aussi Boeing et Lockheed Martin, je ne sais plus exactement le nom, j'ai du mal à le prononcer des fois. Boeing, dans tous les cas, qui eux ont le Starliner. Voilà, Starliner qui est assez similaire. Ils ont genre 3... Ils peuvent aller à plus de places, mais ils ont 3 places garanties pour des gens, ce qui est plus que le Soyuz, et c'est beaucoup plus confortable aussi. Ils ont des spécifications un peu différentes, par exemple, le modèle, enfin le Crew Dragon de SpaceX a un peu plus de place pour du cargo, alors que le modèle de justement le Starliner, il me semble, avait d'autres petits avantages, mais ça c'est équilibre, franchement. Du coup, ils l'ont lancé. C'est déjà lancé, hein, pour information. Vous voyez un peu l'intérieur. Bon, c'est un intérieur très SpaceX en mode futuriste et tout ça. Ça, c'est un mannequin qui sert à voir les stress qui est mis sur le corps humain pendant le lancement d'ailleurs. Mais vous avez la vidéo du lancement ici, déjà terminée. Ça s'est passé sans problème au moment où je parle, mais quand la vidéo devra sortir pour vous, normalement ils auront atteint la station internationale avec, et du coup ils vont le docker. Certainement, il me semble qu'ils ont du cargo à prendre dedans, et puis ils le renverront vers la Terre pour en gros simuler une réentrée d'astronautes justement sur Terre avec. Évidemment, il n'y aura pas d'astronautes dedans parce que c'est en phase de test. Prochain test d'ailleurs, ce sera le test d'éjection. Donc ils vont lancer la fusée et pendant que la fusée sera en lancement, ils vont éjecter la capsule pour simuler le fait que oh mince, il y a un problème, il faut éjecter les gens pour qu'ils soient en sécurité. Donc ça devrait être très intéressant. Ça, c'est ce que j'attends vraiment le plus. Ça, c'était genre, wow, ok, c'est intéressant, mais j'attends vraiment le système d'abord. Et aussi, j'attends évidemment la version de Boeing, le Starliner, qui devrait être aussi assez intéressante, même s'il est un peu plus, on va dire, classique. Mais bon, dans tous les cas, c'est à peu près tout sur cette news en tout cas, et même pour le Texama Show. Donc, merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous avez bien apprécié. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'avez pas encore fait. Et du coup, on se verra la semaine prochaine pour encore plus de vidéos, normalement. J'espère que vous les aimerez bien. Dites-moi pour la comparaison 8 Go, 16 Go. Je sais vraiment pas exactement quelle approche je dois prendre avec la vidéo. Et comme je n'ai dit, je n'ai pas forcément tout le hardware pour tester tous les cas possibles. Et surtout, ça prendra un peu de temps. Donc, dites-moi ce que je dois tester en priorité et puis je le ferai. Il y a aussi d'autres vidéos qui arriveront de toute manière. J'ai une review normalement sur ce petit gars-là. C'est le Delta de Asus, qui est vraiment intéressant comme casque. Je suis un grand fan de casque personnellement, et j'essaie de toujours trouver un casque que je peux recommander pour certaines gammes de prix, et il est vraiment intéressant pour sa gamme de prix. Bon, après, j'en parlerai plus dans la vidéo, pour ceux qui seraient intéressés. Il y a aussi son petit frère qui pourrait être intéressant, mais je ne l'ai pas eu en test, donc j'essaierai de l'avoir pour justement voir s'il est tout aussi intéressant. Parce que le Delta est à 200 €, et puis vous avez le Delta Core qui est à 100 €, et je pense que le Delta Core, s'il est vraiment bon, pourrait être vraiment celui qui intéresse le plus de gens. Parce que moi, selon moi, je pense que la plupart des gens pourraient s'en sortir avec un casque à 100 €. C'est vraiment, c'est le sweet spot, vous voyez, c'est suffisamment cher pour avoir un bon casque, mais pas trop cher pour pas que ce soit trop cher, quoi. Donc ouais. Dans tous les cas, merci à tous d'avoir regardé, et je vous dis salut à tous!